Alors, on se trouve présentement à Notre-Dame-des-Neiges, tout près de la rivière Trois-Pistoles, et on s'en va rencontrer ensemble Suzelle Lambert pour découvrir la vannerie. Allô, Suzelle! Aujourd'hui, on vient explorer ensemble avec toi l'art de la vannerie. Puis, moi, j'appelle ça l'art parce que c'est une pièce d'art. Qu'est-ce qui est créé avec ça? C'est beaucoup dire, là. C'est beaucoup dire. On peut parler encore d'artisanat. C'est assez laborieux, moi. C'est laborieux, mais tu réussis à faire des choses quand même. Oui, absolument. Ça fait combien de temps que tu fais de la vannerie? Je dirais 6 ans, à peu près 5, 6 ans, 7 ans, là. Mais j'ai commencé... la première fois de tout, on avait un voisin, d'ailleurs, c'était le père de Bernard Devers, qui était voisin, qui est décédé maintenant, qui est décédé pas longtemps après qu'on l'ait connu, d'ailleurs. Et lui, il venait de France et il faisait des paniers. C'était quelque chose qu'il connaissait bien, puis il m'en avait donné 2. Et ça avait attiré vraiment mon attention. Là, je les avais vraiment examinés. Je ne les ai pas défaits pour savoir comment c'était fait, mais j'ai vraiment regardé comment c'était fait et je me suis essayée. Parce que dans le fond, là, mettons qu'on revient à la base, là, c'est quoi la vannerie? La vannerie, bien, c'est ça. Là, on parle, dans mon cas, de vannerie sauvage. Alors, c'est de tresser des objets à partir de toutes sortes de végétaux qu'on trouve dans la nature. Pour créer des objets utilitaires, là, utiles dans la vie de tous les jours. Mais regarde, ça peut servir à... Il y a des gens qui font de l'art aussi, tu sais, le land art, là, par exemple, c'est fait aussi avec de la vannerie. Créer des structures artistiques sur le sol. C'est ça, dans les arbres. Tu sais, ça peut servir à une tonne de choses. Que l'imagination pour nous arrêter là-dessus. C'est autant pour des choses à l'intérieur, tu sais, toutes les choses qu'on utilise, tu sais, comme contenants, tu sais, que ce soit des cache-pots, des boîtes de rangement, toutes sortes de paniers, des cloisons. J'ai vu des paravents faits en vannerie. Oui, moi aussi, j'ai vu ça, c'est beau. Des chaises en vannerie. Des meubles en vannerie, oui, c'est de la vannerie. Ça, c'est du rotin, c'est pas d'ici. Ça doit venir de l'Inde ou des pays mais il y aurait tropicaux. Certainement une matière quelconque ici qui nous permettrait... J'en ai fait des bancs en vannerie, mais là, ils sont... c'était pour l'extérieur, là, pour le jardin. Pour l'extérieur, j'ai fait aussi des espèces de... Tu sais, pour... j'ai des petits cèdrons. Tu sais, puis la neige les écrase tout le temps. Ils viennent tout croche. C'est vraiment pas beau. Il faut les abriter. Alors, j'ai fait des petites coupoles pour chacun des... J'en ai 3 petits cèdres. Fait qu'à leur grandeur, une petite coupole en vannerie comme ça, mais très léger, qui empêche justement la neige d'écraser des arbres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on les met à l'extérieur, on peut faire de la vannerie vivante. Tu sais, j'ai fait une clôture où j'ai planté des branches d'osier ou de saule. Je les ai plantées dans la terre. Je les ai bien arrosées pour qu'ils poussent. Et là, c'était quand même des grandes branches. Et je les ai tressées. Et là, au fur et à mesure qu'ils poussaient, j'enlevais toutes les branches en bas pour garder le tressage ajouré. Puis le haut était tout en vert. Exact. J'avais une amie qui avait fait ça, elle, chez eux, parce que le saule, ça aime beaucoup l'eau, là. Puis chez elle, elle a une grosse source d'eau avec un petit lac. Puis juste à côté de ça, elle avait justement replanté des tiges de saule directement. Absolument. Puis elle avait créé une espèce de dôme où est-ce que c'était un endroit pour se reposer l'été à l'ombre. Exactement, des petites maisons pour les enfants, des cabanes pour les enfants. Comme ça, on fait des dômes. Puis on peut les faire vivants, justement, qui, à un moment donné, ils poussent des branches au-dessus. Ouais. C'est très intéressant pour les enfants. Fait qu'il y a plein de choses à faire. J'ai fait aussi des... tu sais, on pourra aller les voir tout à l'heure. C'est des personnages, tu sais, comme des sculptures. Bien, je ne parlerai pas de sculpture. Moi, je parle plus d'épouvantail parce que c'est pour ça que je l'ai fait. C'est près de l'étang ou dans le jardin qui sont loin de la maison. Il y a des chevreuils. À l'étang, il y a des grands hérons bleus qui viennent manger mes grenouilles. Fait que j'ai fait un personnage qui est plus grand que nature, tressé avec de l'osier.
Puis ça marche-tu? Et ça marche, ça marche. Les chevreuils, là, ils sont pas revenus. Il y en a une que je laisse toujours dans le bas du jardin, puis sauf qu'ils viennent manger plus bas les l'osier à l'automne, là, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la vannerie, puis on dirait qu'on prend un peu ça pour acquis, peut-être, tu sais, dans le sens où maintenant, on fabrique plus nécessairement tout ce qu'on consomme, ce qu'on achète. En fait, c'est ça, on l'achète, on le fabrique plus. Exact. Fait qu'on prend ça pour acquis, comme cette chaise-là. Mais cette chaise-là, on pourrait aussi bien avoir décidé de la fabriquer nous-mêmes. Puis ça ramène dans une perspective d'autonomie, tu sais, si on veut être le plus autonome possible et non pas dépendante, ben ça ramène à l'essence des choses. Puis bien, c'est vraiment utile, la vannerie, puis on en a vraiment besoin. Puis à tous les jours, en fait, on en a besoin, que ce soit pour éloigner les prédateurs du jardin, faire des épouvantails, que ce soit une expression artistique quelconque, faire des sculptures, mais aussi pour créer des objets utilitaires comme des paniers, quoi d'autre, des napperons, on a dit tantôt des paravents. Des paillassons. Des genres de tapis. Des cabanes d'oiseaux. Oui, c'est ça que c'est, ça, une cabane d'oiseaux, elle est vraiment belle. Eh bien, plus ou moins belle, là. Mettons, c'est la première que je faisais. C'est un prototype. Ça va s'améliorer avec le temps. Mais, des abat-jours, c'est vrai, j'ai déjà vu des abat-jours. Des abat-jours, absolument. Puis plein d'objets décoratifs, là, aussi. Là. Il faut voir... Tu sais, sur Internet, il y en a, là, à quantité des trucs qu'on peut voir, là, c'est fascinant. Il y a vraiment des artistes de la vannerie, là, qui font des choses absolument fabuleuses. Fait que ça dépend de la matière qu'on utilise, c'est ça, puis de ce qu'on veut faire. Parce que là, toi, ce que tu as utilisé pour tes paniers, là, ici, c'est surtout, tu disais, du saule. Alors, là-dedans, il y a de l'art rouge et de l'osier. L'osier... Et du franc saule. Oui, l'osier, c'est une variété de saule. OK. Mais ici, j'ai du saule arbustif. Il y en a une variété que je ne sais pas c'est quoi la variété, mais je l'ai pris au bord du chemin. J'en ai coupé quelques tiges que j'ai plantées. Mais j'ai aussi, à un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait une entreprise au Québec qui s'appelle Saule Québec qui vend des boutures de saule, de différents types de saule. Donc, j'en ai au moins 3 ou 4 variétés là, dans mon oseraie. Et chaque variété a sa couleur, sa nuance différente, sa malléabilité. On travaille différemment avec chaque brin. Mais moi, j'aime aussi beaucoup l'art rouge, qui est le cornouiller, et qui est une couleur splendide. L'hiver, hein, qui ressort avec la neige. C'est ça, c'est super beau. Puis ici, sur le terrain, il y en a beaucoup. Donc, je n'ai pas besoin de faire des distances incroyables pour ramasser le cornouiller. Là, je parle de couleur, tout ça. Là, cette année, j'ai que du noir, pratiquement. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, ça fait au moins 5-6 ans que j'en fais, là. J'ai jamais obtenu du noir comme ça. Là, après le trempage, toutes mes tiges sont devenues noires. Là, j'étais allée en chercher hier des petits brins de frais, là, que les autres vont sécher, ils vont rester colorés, parce qu'ils n'ont pas été trempés puis séchés. OK, parce que là, c'est ça, il y a des étapes là, à faire. C'est ça, il y a des étapes. Avant de se rendre à faire un panier, donc, c'est ça. Fait que tu vois ça, toutes les noirs, là, c'est de cette année. Alors, tu vois, cette partie-là, toute noire, là, ça, c'est l'osier que j'ai récolté cette année, puis j'ai fait sécher, puis tremper par après. Ça, c'est-tu de l'osier aussi? Ça, c'est de l'osier aussi, avec de l'art rouge aussi. Okay. Alors, c'est parce que je voulais un peu de couleur, parce que tout noir, ça fait drôle. Mais ça, c'est frais, alors que ça a été séché avant. Y a-tu comme une méthode à suivre? Oui, il y a des choses à savoir, comme pour avoir des belles... Tu sais, ce qui est intéressant pour faire de la vannerie, c'est des grandes tiges qui n'ont pas de branches, juste d'un seul... un grand bout, très long. Plus c'est long, plus ça fait notre affaire, parce qu'il n'y a pas de joint à faire là, quand tu tresses. Et pour ça, il faut couper. L'osier, là, c'est aux 2 ans, je le coupe complètement. Comme cette année, j'ai presque tout coupé mon oseraie. À la limite du sol. Oui, à quelques pouces. L'art rouge, je la coupe à toutes les années. Ça, il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, on le repère facilement, justement, l'hiver, parce que ça fait le contraste avec la neige. Et c'est rouge, là.
Mais l'histoire, c'est que si ça n'a pas été coupé, c'est pratiquement inutilisable parce que tu as juste des petits bouts de tiges neuves, là, tu sais, ça vient tout de suite en branche. Mais d'après ceux qui connaissent ça, j'ai même vu un texte de 1800, je ne sais pas combien, là, qui expliquait toute la vannerie, puis il disait qu'il fallait le couper à l'automne. Mais l'idée, j'imagine, derrière récolter à l'automne, c'est qu'ils ont eu toute la période de croissance du printemps puis de l'été pour grandir. Exact. Fait que là, tu as de la matière après ça pour travailler. Là. C'est ça. Fait que là, tu les as coupées toutes jusqu'à l'année d'après, mais ils ont le temps de faire des branches. Le cornouiller, tu sais, il va avoir fait sa hauteur quasiment maximale en dedans d'un an. Là, fait que là, c'est ça. On le cueille donc à l'automne. Ouais. Là, on le laisse sécher. Ça peut rendre, dépendamment si ton endroit est humide ou pas, là, où tu le laisses sécher, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines de séchage. Ouais. Là, après ça, tu le trempes pour pouvoir le rendre malléable, pour pouvoir le travailler. OK, parce dans un bain, une fois séché, là, il est sec, là, il casse comme ça. Oui, moi, je l'ai fait tremper ici dans le bain. Okay. Alors, dépendamment de la grosseur, si tu prends de l'eau chaude, de l'eau froide, ça prend entre 1 semaine ou 2. Puis là, ben c'est ça. Là, après ça, tu le gardes ou dans une toile ou dans quelque chose qui va le garder Parce que dans humidité. Le fond, quand tu le trempes, c'est que tu es prête à le travailler. Oui, oui. OK, c'est ça. Là, à ce moment-là, il faut que tu te mettes à l'ouvrage. Tu n'attends pas des mois. C'est dans le jus, là. C'est ça. Fait que là, il est prêt à travailler. Quand tu sens qu'il est malléable, qu'il a retrouvé là, sa malléabilité. Oui, oui, parce que tu vois, là, une fois qu'il a été trempé, même, tu vois, c'est pas mouillé, là, c'est pas humide, mais il y a tout, tu vois, on peut faire des anneaux, on peut tout faire avec. C'est pour ça que, dans le fond, l'hiver, c'est un bon moment pour faire la vannerie, parce que, ben, tu sais, on va un peu moins dehors, on se met à tricoter. Puis il n'y a pas de jardin, fait que, tu sais, tu as le temps de faire autre chose, tu sais, parce que quand les jardins commencent, là, tu n'as pas grand temps de faire. On n'a plus vraiment le temps, là. Sur le bord du poêle à bois, non. C'est fini ce temps-là. Puis là, ben, une fois que c'est séché, ben là, tu peux les garder tout le temps. Jusqu'à ce que tu sois prête à le travailler. Non, mais quand il est sec, là, comme là, les batchs qui sont là, je peux garder ça des années. Là. Une fois qu'il est séché, il ne bouge plus. C'est cool, ça. Fait que là, après ça, si je veux l'utiliser, ben, je peux en faire l'été. Je pourrais en faire l'été, le faire tremper puis repartir d'autres paniers. Puis toi, tu dis que tu utilises beaucoup le saule puis le cornouiller parce que c'est ce qu'il y a autour de chez toi. Oui. Mais je sais qu'il y a d'autres essences, là. Il y a d'autres choses qui sont utilisées, genre la quenouille, le foin d'odeur. Oui. Tu sais, justement, ça, c'est plus délicat, quasiment. Tu sais, c'est des feuilles, Ce qui est le plus utilisé dans le monde, je pense, c'est le rotin. Ça doit être du rotin, la chaise où tu es assis. Oui, c'est plat. C'est pas rond comme ça. Oui, mais ça, on peut faire la même chose avec ça, tu sais, parce que moi, je le fais pas, là. Mais on peut faire des éclisses, qu'on appelle. Donc, ta branche, tu la sépares. Tu sais, avec un couteau, tu l'ouvres, puis tu la coupes en deux. Tu fends ta branche en 2, en 3, en 4, dépendamment de la grosseur. Fait que là, ça fait... Regarde, passe-moi le petit... Oui, celui-là. Tu vois, ça, tu l'as fait... Oui, ça a été fait avec des éclisses, là. Fait que tu vois, c'est vraiment plat. C'est vraiment... Puis c'est ça, si tu enlèves l'écorce, bien, ça peut être complètement blanc. En plus. Alors, dans les essences, tu vois, ça, c'est du frêne. Okay. Le frêne, il est très intéressant pour la structure. Tu vois, toutes les côtes, là, les arceaux qu'on appelle. On peut utiliser le frêne qui est très, très, très solide. Le frêne, je pense que c'est un des bois... Ici, là. C'est un bois qu'on utilise pour faire des manches d'outils, là, tu sais, des râteaux, des trucs comme ça. Ouais. C'est vraiment très, très solide. Et malléable à la fois, j'imagine, parce qu'il faut mais quand c'est mouillé, c'est ça. Tu sais, une fois que tu l'as laissé tremper bien longtemps, par contre, là. Mais moi, je l'ai fait frais, là. Je ne l'ai pas fait sécher avant. Je le mets déjà arqué avant de le faire sécher, parce que après ça, c'est plus dur. Là. Ça devient très, très dur. Il y a le noisetier aussi, qui est très utile. Mais là aussi, il faut couper. T'sais, si tu ne le coupes pas, il fait vite des nœuds puis des branches. Là, fait que, quand ils sont coupés, bien là, il y a le temps de faire des branches. La même chose, le frêne. Alors ça, c'est des... Si tu n'as pas une longue tige,
c'est pas utilisable quand il y a plein d'autres petites branches ramifiées? Non, parce qu'à chaque place où il y a des branches, il y a un nœud. Ouais. Donc, quand tu viens pour tresser, bien, ça casse au niveau du nœud. Et c'est très difficile de travailler quand il y a eu des branches. Là. Quand tu as enlevé des branches. C'est pour ça que le saule, c'est bon même, parce que ça fait plein de longues tiges. De longues tiges et en quantité. Plus tu le coupes, plus tu as de tiges. Fait qu'on a vraiment en très, très grande quantité. Ça a-tu un nom, cette technique? Ça, bien, ils appellent ça un panier à arceaux. Là, c'est ça, c'en est 2 que j'ai commencé, là. Fait qu'on voit, tu vois, ça commence, contrairement à des paniers comme ça, ici, ça, là, on le voit souvent dans ces modèles-là. Ça peut être carré, ça peut être rond, ça peut avoir n'importe quelle forme. Mais c'est un panier qui commence par le fond. Après ça, on monte les côtés, on tisse ça, on finit la bordure et on fait l'anse à la fin complètement. Okay. Alors que ça, on commence par l'anse. OK? C'est ton support. Ici, je l'ai fait ouvert, l'anse, mais on peut le faire comme celui-là, ici, fermé. Tu vois? D'ailleurs, c'est ça qui est le plus traditionnel là-dedans. Là. Okay. C'est vraiment 2 cercles. Tu as l'anse qui fait tout le tour jusqu'en dessous, puis tu as le dessus du panier ici. Ah oui, j'avais pas vu. Fait que tu as vraiment deux, la même chose que ça d'ailleurs, c'est le même modèle. Alors, tu as ce cercle-là, l'ovale ici, puis tu as l'anse qui fait le tour ici. Là, je l'ai arrêté de même. Là, moi, je fais de plus en plus des pattes parce que ce qui arrive, un panier comme ça, tu vois, là, moi, je ramasse des champignons là, avec mes paniers. Puis c'est un endroit très abrupt, en pente, là, tu sais. Fait que souvent, j'échappais mon panier parce qu'il roulait, tu sais. Ouais. Alors, tu vois, ici, là, j'ai mes 2 pièces, cette pièce-là, puis cette pièce-là, qui sont perpendiculaires. Pour les assembler, je fais l'œil de Dieu, qu'on appelle, qui est une clé d'assemblage qui permet d'avoir la première structure du panier, qui est le dessus, et l'anse. OK? Là, j'ai l'anse. Tu vois, ici, on le voit peut-être mieux, là. Peut-être à la caméra, parce qu'il y a du blanc, puis on le voit plus. Ici, c'est noir sur noir. Ça, là, c'est ça qui est l'œil de Dieu, là. C'est ça. Pourquoi ça s'appelle de même? Parce que quand tu tisses, là, tu le vois tout le temps. Tu l'as toujours devant toi. Il est toujours en train de te regarder. Tu tisses, mettons, tu tiens ton panier comme ça, et là, tu tisses, fait que tu as toujours l'œil de Dieu qui te regarde. Fait qu'il ne faut pas que tu te trompes. C'est ça. Grosse pression. Alors là, après ça, une fois qu'on a fait l'œil de Dieu, tu vois, on a ça, puis on a l'œil de Dieu. Là, après ça, on découpe des arcs comme ça, on met des arcs, et on les rentre dans l'œil de Dieu. Okay. Tu vois, là j'en ai 3. Ouais. Mais quand je vais être rendue un petit peu plus loin, mettons ici, il va falloir que j'en rajoute d'autres, parce qu'ici, c'est trop large. Là. Bon, tu vois ici, j'ai la même chose. J'ai l'œil de Dieu, j'ai le traçage ici. Là, j'ai mis un petit peu de couleur à travers le noir. Puis là, bien, il s'agit juste de le passer comme ça entre les arcs. En dessous, par-dessus. C'est ça, en dessous, par-dessus, c'est ça. Fait que c'est ça. On s'en va comme ça. Puis quand tu arrives au bout, ça tient tout seul ou sûrement faut que tu y fasses une petite twist? Oui, il faut l'arrêter, là. Je sais pas où est-ce qu'on a une place, là, on ne voit pas ici. Tu le fais-tu revenir sur ces Oui, pas? Et quand il arrive au bout, mais là, je ne sais pas si c'est assez long, peut-être pas assez long pour arriver au bout. On va aller voir. Oui, il va arriver au bout. C'est ça. Fait que quand j'arrive au bout, je le tourne comme ça et je reviens encore en dessous et par-dessus. Là, il est un peu gros. Non, ici, je ne le ferai pas parce que il va trop prendre de place ici, là. Je vais le couper juste, tu vois, je le coupe ici quand il est derrière. Fait que là, il tient tout seul, là. Tu vois, si je le coupe ici, il va tenir à cause de cet arc-là. Il est juste retenu par la force de l'arc. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun pour le tressage. Ça tient tout seul, là, une fois que c'est tressé. Fait que là, on s'en va comme ça. On va de l'autre côté, de l'autre côté. On fait la même chose de ce côté-là. Tu vois, de ce côté-ci, la même chose. Je m'en vais comme ça. Jusqu'à temps que les deux côtés se rencontrent. Puis là, ben là,
Là, c'est un petit peu plus difficile que ça arrive les deux en même temps, que ça ferme complètement, mais Ouais. tu arrives toujours à mettre des... Tu sais, quand s'il y a des espaces vides, tu remplis avec des petites tiges et c'est comme ça. Puis, tu sais, celui-là, là, l'arc de base, là, tu sais, comme là, tu as mis du tape, là. Oui, oui, parce que Pour là... le tenir. Oui, parce que c'est sûr, ici, c'est une branche d'orme. Alors, quand on a... Tu vois, c'est quand même grand, là, tout le cercle. Ouais. Pour avoir une branche qui est vraiment égale partout, ça se trouve pas, là, à cette grandeur-là. Fait qu'on arrive à un bout qui est vraiment plus petit que l'autre bout. Ouais. Fait que là, j'ai superpose. OK. Puis là, je les ai collés en attendant, mais une fois, tu vois, genre, je vais enlever le tape là, au fur et à mesure que j'y arrive. Tu Il vois, va là, être retenu c'est par ça, le il va être tressage. par le tressage, il n'y a plus de problème. Là. Une fois que c'est tressé, ça ne bouge plus, ça. Fait que l'œil de Dieu, c'est bien important parce que c'est lui Absolument. qui tient tout, là. Absolument. Bien, une fois que c'est tressé, il n'y a plus rien qui bouge. Ça, c'est sûr. Tu sais, ça, il ne va pas se défaire. Là. Bien, ça peut arriver qu'une petite branche va sortir, là, mais de toute façon, ça se répare aussi. Hein? C'est très facile à réparer s'il y a des bouts qui sont cassés. Tu enlèves les bouts cassés, puis Tu rajoutes tu un rajoutes autre. des petites branches dedans, puis ça, Ben, c'est ça se répare pratique. tout le temps. C'est ça. Il faut être capable de réparer qu'est-ce qu'on a, hein? Sinon... C'est ça. Fait que on regarde-tu ensemble comment qu'on fait ça? Un Ah. œil de Dieu? Ah, on peut regarder? Alors, c'est ça. On commence avec une croix bien perpendiculaire. On peut l'assembler. Moi, je mets des fois une vis qui est piquée dedans pour que ça reste plus solide. Sinon, il faut tout tenir en même temps, c'est difficile. Alors, le début, ben, OK, ça, c'est derrière, ça, c'est devant. Alors, j'amène devant en croix, en diagonale de ma croix. J'amène ma tige. Et là, oups, je ne l'ai pas mis assez longue ici. Tu vois, ça bouge même avec une vis, là. Et je l'amène pour aller la tenir ici, là. Et là, je la ramène par-dessus. Donc, je commence vraiment par une croix, comme ça. On essaie de le faire le plus serré, là. Il n'est pas serré à mon goût, mais bon, pour la démonstration, ça va aller. Ensuite, on l'amène derrière la branche et on va à la branche suivante par-dessus et on la ramène en arrière. On continue la même chose. On va à la branche suivante en essayant de garder notre chose bien perpendiculaire. Et on va comme ça, d'une branche à l'autre, toujours en arrivant par-dessus et en l'envoyant par en dessous, par-dessus. Voilà. Tu vois, on commence déjà à voir le motif. On tourne. Et une fois qu'on voit là, que quand c'est vraiment bien serré, notre fourrage est complètement fixé après. Tu vois, c'est ça. Fait que ça, c'est une branche. Là, je pourrais continuer à le faire plus grand. Tu vois, on a notre œil de Dieu comme ça. Et si on continue, si on veut continuer, alors là, le truc, ça serait de... Là, ici, il faut terminer avec cette branche-là. Alors, ce que je fais, c'est que avec un poinçon, je fais un espace ici. Normalement, ça s'étire suffisamment, mais c'est assez difficile parce que là, les tiges sont un peu dures. Mais en fait, je pourrais tout simplement l'envoyer comme ça aussi, puis repartir avec une autre branche. C'est juste que là, il faut le tenir serré. C'est plus difficile que l'autre façon. Alors, je pique ici. Et je tourne en dessous. Je reviens par-dessus. Et là, c'est ça. Après ça, c'est facile. On est toujours par-dessus, en dessous. On fait toujours
jusqu'au bout. On peut le faire la grandeur qu'on veut, notre œil de Dieu. Ça n'a pas d'importance. Bon, là, il s'est cassé et c'est ça. Ça serait comme... Ça pourrait être la fin de notre truc. Alors là, mes tiges sont un peu trop sèches pour les tirer parce qu'habituellement, quand ils sont assez humides, là, ça se fait très bien. On peut étirer la branche ici, là, et passer notre truc. Voilà. Voilà, c'est ça qui est ça. Puis là, ici, on peut le couper à la fin, mais on attend que ça soit bien sec avant de le couper pour pas que la branche débarque, là. Fait que c'est ça que ça donne. Puis ça, une fois que ça va sur le panier, évidemment, là, c'est la clé d'assemblage pour l'anse et le dessus du panier. Donc, une fois que c'est posé, là, c'est complètement solide. On peut travailler facilement, rajouter les arceaux et il n'y a plus de problème. C'est génial pour ça. Voilà. Bien, merci, Suzelle, de nous avoir accueillis dans ton antre, dans ton intimité, parce qu'on est chez vous, hein? On est dans ton atelier, mais on est chez vous. Puis c'était vraiment passionnant. Moi, j'aurais pu en parler pendant des heures. Puis, Bien, merci beaucoup de vous intéresser à mes apprentissages. Arrête, t'es super bonne, puis tu m'as donné le goût de m'y mettre. Bien, c'est ça qui est important. C'est tellement intéressant, c'est tellement valorisant. Tu sais, juste de pouvoir créer des objets par soi-même. Ça donne un feeling d'être le maître du monde, un peu, d'une certaine façon. C'est satisfaisant. Exact. Merci. Merci aussi.